Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parentalité, de façon libre et éclairée, dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, où il n'y a pas de vérité ni de jugement. On partage simplement avec bienveillance sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Pour cet épisode, nous recevons Lucille. Lucille a 22 ans et revient sur la relation particulière qu'elle entretient avec son père. Après quelques années de réflexion, elle met enfin les mots sur un comportement possessif et abusif. Son papa est pervers narcissique. Terme très employé ces dernières années, Denise Meyel, coach thérapeute depuis plus de 20 ans, apporte une définition plus précise de cette pathologie si singulière. Alors moi, Lucie, je voulais savoir où est-ce que tu as grandi, qui compose ta famille, voilà, raconte-moi un peu. Alors j'ai grandi dans une famille assez banale, on peut dire. J'ai une petite sœur, ma maman et mon papa. Petite, on était toujours tous les quatre. C'était très fusionnel. Enfin voilà, j'étais, pour ainsi dire, la fille à papa, très proche de ma petite sœur, etc. Vu comme ça, c'est un peu la famille idéale. Malheureusement, il y a beaucoup de choses cachées. On se rend pas compte en fait. On se rend pas compte parce qu'on est dans l'illusion au final, puis on pense que tout est normal et c'est à la rupture de mes parents qu'il y a plein de choses qui sont arrivées et ça commençait à être un peu chaotique. Ouais, petite, c'était vraiment voilà, famille idéale, tous les quatre, tout le temps. Les sorties, les vacances parfaites, voilà. T'as toujours été de Lyon, toi? Vous êtes de Lyon? Alors non, on est du sud de la France. Voilà, on était à Salon-de-Provence. Et donc ouais, j'ai vécu là-bas à partir de mes 2 ans, et puis jusqu'à mes 18 ans où je suis partie vivre à Marseille, et ensuite je suis partie moi de Lyon. Ok. Et ta petite sœur, elle a quel âge? La petite sœur, elle a 20 ans. D'accord. On a 2 ans et demi d'écart, donc on est assez proches en âge. Ouais, on est très très différentes, mais on s'aime beaucoup, et voilà, ma petite sœur, c'est toute ma vie, quoi. Et du coup, quel souvenir est-ce que tu as de ton enfance? Tu nous dis que tu avais voilà, un sentiment d'enfance parfaite, parce que tu avais peut-être que cette image-là, ou est-ce que par rapport à tes autres camarades de classe ou quoi, comment est-ce que tu te situais? Alors, je me suis toujours sentie un peu en décalage de moi-même parce qu'en fait, j'ai grandi très vite, etc. Donc, j'étais toujours très grande. Et j'ai toujours un peu plus mature que les autres. Et donc, du coup, bon, au niveau des camarades, je me suis jamais sentie à ma place. Mais dans ma famille, c'était un peu pareil parce que j'étais un peu la toute calme. Et disons que le reste de ma famille était un peu plus impulsif et un peu plus de colère qui sortait. Voilà, moi, je ne sors rien. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Et donc, j'avais pas l'impression de décalage au niveau des familles, en tout cas, parce qu'on faisait les trucs normaux. J'allais dormir chez mes copines, les copines qui venaient. Oh, ton papa est génial, il a fait des gâteaux, ta maman elle est cool. Parce que mes parents sont assez jeunes, donc du coup, forcément, voilà, c'est le facteur cool des parents Ouais. jeunes. Mais du coup, tu n'avais pas forcément voilà, idée que c'était pas forcément une relation qui était Non, parce équilibrée. que, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, devant les autres, etc., tout était normal en soi. Quand il n'y avait plus personne, c'était différent, mais dans ma tête, c'est normal et il n'y avait rien de bizarre, et souvent c'était même ma faute, donc T'avais quelle relation avec ta maman, ton papa? Enfin, quelles étaient les différences? Est-ce que vous aviez des relations similaires avec ta maman et ton papa, ou maintenant t'arrives à dire que c'était quand même différent? c'était très différent. J'ai toujours eu des conflits avec ma maman. La raison, je pense, c'est parce qu'au final, on a un caractère qui se ressemble beaucoup. Et mon père jouait pas mal dans cette idée de nous séparer dans la relation, en fait. Voilà, moi, je ressemblais beaucoup à ma maman, donc forcément, je pense que ça lui plaisait pas toujours. Et voilà, lui, il était très... en fait, j'étais la fille à papa, donc il fallait tout que je fasse avec lui, etc. Et voilà, et par contre, quand je faisais un truc de mal, t'es comme ta mère. Voilà. Hmm. Par contre, quand c'était bien, t'es comme ton père. Ouais, c'était Voilà. comparé en fait. Oui, toujours. Toujours, il y avait une espèce de séparation. Voilà. Et puis moi, je m'entendais très bien avec mon père. On faisait tout le temps plein de trucs ensemble. Mais voilà, avec ma maman, c'était compliqué. Hmm. Ma crise d'adolescence, c'était que sur ma mère, hein, clairement. Voilà. Ouais. Et par rapport à ta petite sœur, quelle relation elle avait, elle? Alors, ma petite sœur, elle est très différente de moi. Parce que moi, je suis assez calme, etc. Donc, j'ai toujours essayé de faire plaisir à tout le monde. Mais ma petite sœur, elle est plus... si ça l'emmerde, elle va le dire. Elle va s'énerver et voilà, elle va dire quand ça va pas. Après, Colline, c'était pareil que pour moi, je pense. On était quand même vachement proche de notre papa.
Parce que les petites filles, voilà, le papa c'est le super-héros, il sait faire ci, il sait faire ça, voilà. Et puis voilà, après c'est vrai qu'avec notre maman, il y avait plus de disputes, c'était plus compliqué. Je pense même pour ma petite sœur, en fait, au final... Ouais, c'était conflictuel quand même. Ouais, quand même. Et à quel moment est-ce que tu as réalisé que la relation que tu avais avec ton père était pas forcément, enfin, était particulièrement compliquée, du moins? Ouais, alors c'était il y a 1 an et demi. En fait, je venais de me faire tatouer avec mon argent à moi, etc. C'est une passion à moi, donc voilà. Et en fait, donc ma maman et ma soeur m'ont accompagnée. Et quand j'ai eu ma petite soeur au téléphone, je lui dis, écoute, dis pas à papa que maman m'a accompagnée, etc. C'était au moment où ils se séparaient, c'était un peu compliqué. Et elle me dit, mais en fait, pourquoi tu veux lui mentir? Et là, au téléphone, j'ai bugué, en fait, parce que je savais pas pourquoi je justifiais tous les choix que je faisais et pourquoi je cachais des trucs qui, en soi, parents divorcés ou pas, ne posent pas de problème. Ma mère m'accompagne, c'est pas la fin du monde. Mais moi, j'étais terrorisée à l'idée que mon père la prenne. Et là, en fait, je sais pas, il y a tout qui s'est écoulé autour de moi. Je me suis dit, pourquoi je me justifie tout le temps? Pourquoi j'ai tout le temps l'impression que c'est de ma faute? Enfin, là, j'ai rien fait de mal, quoi. Et voilà, et suite à cet appel-là de ma sœur, il y a eu l'appel de mon père aussi, où il me disait, t'as mal géré ton argent, tu fais ci mal, tu fais ça mal. Et ouais, je sais, ta mère elle est venue, et machin. Et en fait, moi, j'étais paniquée totalement. J'avais peur de mon père. Voilà. J'avais peur, j'ai toujours peur de lui. J'avais peur de sa colère, j'avais peur de tout ça, quoi. Et c'est là que, ben, ouais, il y a tout qui s'est effondré autour de moi. Après, j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui était déjà au courant de tout ce qui se passait. C'est pour ça qu'elle divorçait mon père. Et donc, je suis allée la voir, en fait, parce que je savais pas quoi faire. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tout est arrivé. Ouais, vous avez eu une discussion par rapport à votre relation depuis des années Avec ma maman ou avec mon avec père? ton papa? Alors non, le problème de tout ça, c'est que lui, il se rend pas compte, il se rendra jamais compte, et il dira que je suis folle, en fait. Comme il a dit de ma mère quand elle lui disait qu'il était violent, etc., il disait que ma mère était folle. C'est le genre de discussion que je pourrais pas avoir avec lui, tout simplement parce que voilà, il pourra pas s'en rendre compte, il se rend pas... Il est pas, comment dire... éveillé de ce qu'il est, en fait, de ce qu'il fait. De la manipulation qu'il entraîne, etc. Voilà, je peux pas avoir de conversation avec lui. Et est-ce que cet événement, ça t'a rappelé d'autres souvenirs dans ton enfance que tu trouvais normal avant et qui maintenant te paraissent peut-être plus choquants? Oui, alors parce que suite à ça, du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos de personnes qui parlaient de pervers narcissiques, etc. Ma maman aussi m'en a un peu parlé parce qu'elle elle est psychologue. En fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses où c'était pas normal. Donc déjà, d'avoir peur de rentrer chez soi, en fait. Et d'attendre de voir comment mon père allait rentrer, se dire est-ce qu'il va être en colère aujourd'hui, est-ce qu'il va être de mauvaise humeur, et du coup envoyer tout sur tout le monde. Ça, ce genre de choses, le fait que voilà, j'avais pas le droit de me resservir certains plats, il fallait pas que je pleure trop, il fallait pas que je parle trop, il y avait des choses qu'il fallait pas dire. Ouais, voilà. t'avais l'impression d'être sous contrôle? Ah totalement, on est sous contrôle à ce moment-là, on peut pas être soi-même en fait. Voilà. Et moi, malgré le fait que j'étais tout calme, je me mettais différente dans mon style, mon maquillage, mes vêtements, mes chaussures, etc. Et ça plaisait pas. Ça plaisait pas et ça n'a jamais plu. Et pareil, quand mes parents ont commencé à se séparer, j'ai pris du poids, du choc en fait. Clairement, choc traumatique. Voilà, parce que de passer famille parfaite à divorce, puis parents, voilà, enfin mon père un peu compliqué, ben du coup... voilà, ça non plus, ça n'a pas plu. Il n'a pas accepté que je prenne du poids, etc. Oui, donc il y avait même un jugement sur tes choix de vie. Ouais, sur mes tatouages, sur comment je me maquille, ça va pas, c'est pas assez féminin. Voilà, il y a une idée aussi de l'image de la femme parfaite que moi je ne représente pas du tout, du coup. C'est pas facile à accepter, c'est toujours difficile à accepter d'ailleurs. J'y travaille encore. C'est aussi toute cette idée de, voilà, quand j'ai pris du poids, ben, j'avais du mal à manger devant lui. Voilà, il fallait que je fasse attention à ce que je mange, parce que sinon il allait se dire que je mangeais trop, et si je mange pas assez, il me le disait. Si je faisais du sport pour me sentir bien, c'était « Ah, mais tu fais pas le bon sport ?» C'était jamais assez bien, quoi. Jamais. Jamais comme lui voulait. Non. Et aujourd'hui, je crois savoir que tu es en couple. Oui. Et comment est-ce que tu as réussi à t'investir dans une relation avec quelqu'un et surtout le regard d'un homme, du coup?
En fait, on s'est mis ensemble à 15 ans, donc ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Quand on s'est mis ensemble, j'étais pas au courant pour mon père. Donc du coup, voilà, bon, j'ai toujours été complexée de ce que j'étais, etc. Il l'a accepté, enfin, il m'a aidé à m'accepter un petit peu, accepter mes choix, etc., de maquillage, de tout ça. C'est toujours pas facile, mais en fait, c'est pas son regard, lui, me fait pas peur, parce qu'il a jamais eu ces colères-là, ces réflexions que ce que j'ai pu entendre de mon père. Donc j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de normal, de pas du tout névrosé ou... Enfin voilà, oui, normal. Qui ne me juge pas en fait, tout simplement, et qui m'aime comme ça. Et voilà, c'est ça qui m'a aidée au final. S'il avait été... J'aurais pu retomber dans une relation avec quelqu'un comme mon père. Là, je pense que ça aurait été plus compliqué de m'accepter. C'est un travail encore. Surtout mon regard qui est plus difficile que celui que des autres. Bien sûr. Et au niveau de tes proches... ou même lui, de ton copain, est-ce que tu as eu des alertes de la part d'autres personnes qui vous côtoyaient ou alors la manipulation était tellement bien faite, entre guillemets, que c'était pas perceptible? Ouais, non, effectivement, j'ai pas eu d'alerte de personne, quoi. Non, franchement, non. C'est vraiment quand ma mère a décidé de se séparer de mon père, moi, j'ai pas compris. Je me disais, bah non, enfin, on a la famille parfaite, pourquoi il y aurait une séparation, pourquoi il y aurait un divorce? Moi, mes parents, c'était vraiment le couple parfait dans ma tête. Voilà. Donc quand tout ça s'est écroulé, non, il n'y a pas eu d'avertissement avant ça. Malheureusement, quand il y a du monde, c'est cadeaux, etc. Voilà, les cadeaux, c'est un truc vachement important. Enfin, par exemple, il peut nous envoyer de la merde pendant 2 heures, non-stop, parce qu'il est de mauvaise humeur. Voilà, on en prend plein la tête. Le jour d'après, ou même dans la journée, on a un cadeau parce qu'il s'excuse, et puis finalement ça va. Voilà. Puis devant les autres, non, complètement... C'est le père parfait, quoi. Ouais. Il me donne l'argent, il fait ci, il fait ça. Voilà, tout est dans le paraître. Donc du coup, de l'extérieur, ça se ressentait pas en tout cas. Comment tu as réussi à prendre de la distance, à te protéger? Est-ce que tu t'es fait aider par des professionnels? Alors oui, prendre de la distance, c'est pas facile, ça a pris du temps. J'ai déménagé, j'ai changé de région, parce qu'en fait, il passait dans mon appartement quand il en avait envie. Voilà, c'était super envahissant. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de partir. Et puis, voilà, là, je me fais aider par une psychologue maintenant, qui m'aide à me délivrer de l'emprise, en fait, de mon père, au final. C'est pas facile, c'est des séances pas faciles. Vraiment, on n'a pas envie d'y aller. On ressort, on pleure encore plus. Mais petit à petit, j'y arrive, j'ai moins de crises d'angoisse. Et j'arrive à ne pas répondre à ses appels et ne pas répondre à ses textos de suite. Quand lui, il en a envie, à lui dire « ben non, là, j'ai pas envie que tu viennes ». Voilà, à lui répondre « non ». Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, tu as dans voilà, tes rêves, entre guillemets, quelle serait la relation que tu aurais envie d'avoir avec ton père? Est-ce que tu as quand même envie de maintenir un contact? Ou est-ce que pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité? Bon, dans l'idéal, j'aimerais qu'il ne soit pas comme il est. Et que je puisse garder le lien que j'ai avec mon père. Ça, c'est la petite fille en moi qui parle, je pense. Malheureusement... Je pense qu'il est mieux pour moi d'avoir le moins de contact possible, comme je fais actuellement. Après, c'est vrai que de plus parler avec lui, ça serait l'idéal. Mais c'est pas aussi facile, parce que du coup, c'est un père quand même, et malheureusement, et heureusement, c'est une figure très importante dans la vie de n'importe quel adulte. Et donc, voilà, pour le moment, j'ai du mal à m'en débarrasser quand même totalement. Et quel conseil, si tu avais un conseil à donner à une personne qui serait dans la même situation que toi, peut-être qui viendrait juste de réaliser un petit peu que un de ses parents a une emprise sur elle ou sur lui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? À ce moment-là, de vraiment prendre du temps pour soi, en fait, parce qu'on est totalement perdu quand on s'en rend compte, on comprend plus rien à ce qui se passe. Vraiment de prendre du temps, de réfléchir à tout ce qui se passe, à regarder des vidéos, ça aide, c'est pas facile. Donc de pas non plus binge-watcher toutes les vidéos YouTube. Moi, j'en ai regardé qu'une seule et ça m'a suffi, en fait. Voilà, de voir si... je le souhaite à ces personnes, s'ils le découvrent, qu'ils ont un parent qui est au moins sain, parce que moi, ça m'a aidé que ma mère soit... pas comme mon père, justement. Puis voilà, de quand on le sent, parce que vraiment, il faut le sentir, d'aller se faire aider, en fait. Voilà. De trouver les bons supports et d'aller se faire aider, tout simplement. Parce que tout seul, c'est pas possible. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'allais pouvoir le faire toute seule. Et puis, en fait, on peut pas. Tout simplement, on ne peut pas. Et depuis que je suis chez une psychologue, ça m'aide beaucoup. Voilà. C'est pas facile d'aller voir un inconnu, mais... ça aide, voilà. Vraiment de prendre du temps pour soi au final et penser qu'à soi. Et couper le téléphone quand il y a besoin de couper le téléphone, parce qu'ils ont tendance à harceler. Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite voilà, qu'est-ce que tu te souhaites à la Lucille de dans 5 ans? J'espère que j'aurai fini mon apprentissage de tatouage, parce que voilà, c'est mon rêve de devenir tatoueuse. Et voilà, juste d'être un peu plus libérée de tout ça. Et peut-être même d'être à l'étranger, si c'est possible. Pas grand-chose au final, mais juste des choses normales, juste plus de crise d'angoisse. Ça serait chouette. Voilà. On a vraiment envie quelque chose de sans violence. Moi, je veux des animaux, et même les animaux, pour moi, voilà, crier, etc., c'est pas possible. Donc, voilà, que de la positivité, en tout cas, Ouais. pour la vie. Quelque chose d'apaisé. Oui, oui, on a besoin. Ouais, on te le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Du coup, Denise, bonjour, bienvenue sur le podcast Lani. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours? Oula, t'es sûre, t'as le temps? Allez, en quelques mots. Ouais, en quelques mots. Donc, je suis coach thérapeute en développement personnel. J'ai eu un parcours dans le milieu de la communication, de la vente, etc. Et j'ai voulu un peu me spécialiser dans la psychothérapie assez tard, vers 32-35 ans, pour des raisons personnelles et professionnelles, parce que j'organisais des salons bien-être, etc. Et puis j'ai fait une formation de psychothérapie intégrative, où on intègre justement beaucoup d'outils de psychothérapie, comme la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose, etc. Puis maintenant, j'ai fait pas mal de formations, des conférences, des choses comme ça. Et je suis dans la région depuis peu, sur Sète, Montpellier, Sète. Donc je reçois principalement par téléphone. J'ai beaucoup développé le téléphone maintenant au niveau du coaching. Je trouve que ça apporte une immédiateté. Voilà. Ouais. Les personnes n'ont pas besoin de se prendre la tête à venir. On est en webcam, quoi. Et puis, on fait les consultations. Voilà. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as été amenée, dans le cadre du coup de ton métier maintenant, à rencontrer ou du moins à t'intéresser au profil de ce qu'on appelle les pervers narcissiques? C'est mes clients qui me racontaient leurs histoires de vie, que ce soit à travers leurs parents, leur éducation, que ce soit dans leurs rencontres affectives, que ce soit au niveau professionnel. Il y avait toujours les mêmes schémas qui revenaient. Et donc, à un moment donné, on commence à s'intéresser à ça et à se dire, il y en a de partout. Alors moi, je les attire, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui sont dans une énorme souffrance, soit qui sont encore dans la situation, c'est-à-dire comment gérer la relation avec mes parents, ma mère, mon père, ou mon collègue, ou mon supérieur, soit qui s'en sont détachés, mais les conséquences, les dégâts sont encore là, quoi. La personne a du mal à rebondir, à être en résilience, parce que c'est un travail destructeur, quoi. Pervers narcissique. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une définition un petit peu du pervers narcissique? Alors, le pervers narcissique, au niveau du DSM, c'est-à-dire le livre officiel de psychiatrie édité aux États-Unis, le DSM-5, le terme pervers narcissique n'existe pas. Ce n'est pas reconnu au niveau psychiatrique. Ce qui existe, c'est le trouble de la personnalité narcissique. D'accord ? Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure des années, et il y a surtout une thérapeute qui l'a vraiment mis en valeur, ce terme, c'est Marie-France Irigoyen, je ne sais pas si tu connais, qui a écrit Le harcèlement moral. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, il y a 20 ans en arrière, hein, c'est vieux, ce terme-là. Et elle a vraiment expliqué le mode de fonctionnement des pervers narcissiques. Et donc, le terme est devenu dans le langage courant, est rentré dans le langage courant. Mais réellement, ça n'existe pas, ce terme-là. Voilà. D'accord. C'est plutôt trouble de la personnalité narcissique. Sauf que moi, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Le pervers narcissique, c'est un trouble hybride. C'est-à-dire qu'on peut avoir des troubles psychiatriques qui sont associés au paranoïaque, aux schizophrènes, aux trucs. Voilà. Et c'est hybride, un pervers narcissique. Ouais, il n'y a pas une définition propre. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a du mal au départ à les identifier et que même les spécialistes, les professionnels de la santé ont du mal à les repérer. Ouais. Parce qu'ils ne correspondent pas à une case bien précise. Ils sont multiples, quoi, hybrides. D'accord. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes remettent du coup en cause ce terme, dans le sens où il n'y a pas de définition propre, mais est-ce que c'est pour toi une maladie réelle ou c'est simplement un comportement abusif? Qu'est-ce qui, dans une relation amoureuse, une femme ou un homme se fait tromper, est-ce que ça fait de la personne... Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir.
Un pervers narcissique, la définition première, c'est quelqu'un qui, au niveau de l'éducation, je sais que toi, le thème de la parentalité, c'est quelque chose qui t'est cher, hein. Au niveau de l'éducation, a eu des lacunes, des manques au niveau de l'éducation. Soit les parents ne se sont pas intéressés à la personne, ne l'ont pas valorisée et l'ont même dévalorisée. Donc du coup, pour se sentir valorisé, il reproduit le schéma parental, tout simplement. Donc il va dévaloriser l'autre. Soit les parents l'ont trop, impliqué, l'ont trop dirigé, dominé, écrasé, l'ont empêché d'exister comme un enfant qui doit se développer normalement, avec des injonctions très très fortes. Et du coup, à chaque fois, il se sentait dévalorisé parce qu'il n'était pas à la hauteur des espérances des parents. C'est par exemple des parents qui vont être hyper exigeants au niveau des résultats scolaires, tu vois. Et le gamin, il ramène un 15 ou un 16 et le parent dit « Mais comment ça, t'as qu'un 15, un 16 ? Mais tu pourrais pas avoir un 18, qu'est-ce que c'est que ça ? T'es nul, t'es... » Voilà. Et donc, on éduque l'enfant dans la dévalorisation. Ouais. Il reproduit ce schéma et il va chercher à dévaloriser pour se sentir exister. Tu vois, c'est vraiment un transfert. C'est la répétition, comme souvent. Hein. Comme souvent, exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut rencontrer une personne pervers narcissique dans toutes les circonstances, que ce soit pas seulement dans le cadre personnel, mais au travail? Est-ce qu'on peut vraiment en rencontrer partout à partir du moment où il y a un lien social? Bah oui. Ouais. Oui, carrément. Puisqu'une personne qui a ce trouble de la personnalité, elle va l'avoir dans toutes les situations de vie. C'est quelque chose, c'est un modèle dans lequel elle est constamment. Donc, alors, il y a des personnes avec qui elle va sentir, parce que ce sont des personnes qui ont un ressenti, une intuition qui est très forte. Elle va ressentir qu'avec telle personne, ça va marcher. Et puis avec d'autres personnes, il vaut mieux rester en réserve. Si par exemple c'est dans une entreprise, avec son patron, elle ne va pas avoir ce comportement-là. Mais elle va l'avoir avec un collègue ou quelqu'un qui est inférieur, qu'elle va pouvoir dévaloriser. Sauf si, je pense à un cas particulier d'une de mes clientes qui... elle était chef d'un grand service, un truc de tourisme, quelque chose comme ça. Donc l'employé ne dépendait pas d'elle au niveau de son travail. D'accord ? C'était sa chef, mais c'était pas sa patronne. Et lui, il faisait tout en œuvre pour la critiquer, la dévaloriser, ne pas faire ce qu'elle demandait, dire « non, tu me l'as jamais dit ». Elle lui disait « mais si, je te l'ai dit, mais non, tu me l'as pas dit ». Mettre en doute sa bonne foi, sa parole, qui elle est, dire du mal derrière. C'est un mode de fonctionnement. Ouais. Voilà. Et en général... plus il voit que la personne perd pied, plus il voit que la personne est malheureuse et souffre, et plus ça amène une sorte de jouissance, de plaisir. Donc c'est conscient? Oui et non. Il y a une partie inconsciente, c'est un processus. C'est-à-dire que même s'il y a des moments où il peut être dans la conscience de dire « bon là, je vais un peu loin », c'est malgré lui. C'est un mode de fonctionnement. C'est qui il est en fait. C'est qui il est, voilà. C'est comme ça qu'il s'est construit de façon incohérente. Et après, au fur et à mesure des années, il va renforcer cette croyance qu'il a raison d'être comme ça. Parce que si ils se remettaient en question, ils ne vont pratiquement jamais voir un thérapeute. Ouais. Ou alors, quand ils vont voir un thérapeute, c'est quand ils sont en dépression, parce que c'est des gens qui peuvent avoir des états de déprime, de dépression très profonde. Ils vont aller voir un thérapeute, non pas pour se remettre en question, mais pour retrouver comme ils étaient avant quand ils allaient bien. Ouais. Ils ne veulent pas remettre en question ce mode de fonctionnement parce que pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne. La vie, vous savez, quand les gens vous disent « oui, dans la vie, il faut se battre, c'est dur, c'est comme ça, de toute façon, tu domines l'autre, etc. » Ouais. C'est pas ça la vie. J'espère pas. Non. Moi, c'est pas comme ça que je la vois, comme ça, en tout cas. On est d'accord. Pour Lucille, qu'on a reçue, qui a témoigné juste avant notre entretien, elle, c'est une personne avec qui elle a grandi, puisque c'est son papa. Comment est-ce qu'on se construit quand on est confronté dans son entourage très proche une personne pervers narcissique? Est-ce que c'est plus difficile de l'identifier quand c'est un parent? Oui. Il y a un manque de recul. On ne peut pas, comme dans une relation amoureuse, partir et ne plus jamais revenir. Quand on est encore enfant ou adolescent, on l'a au quotidien. Oui, on n'a pas le choix. Et donc, les enfants vont utiliser des stratégies pour résister. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui a un parent pervers narcissique, en général, il n'en a pas deux. C'est ou le père ou la mère. Et le parent d'à côté est en fait un petit peu soumis à ce parent pervers narcissique. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être déranger, je ne sais pas si c'est possible, mais voilà. Souvent, le parent qui est soumis au pervers narcissique, quand le parent narcissique terrorise ou manipule l'enfant, quelque part, l'autre parent va être un petit peu, entre guillemets, complice, parce que finalement, ça lui relâche un peu la pression sur lui. Il se dit, bon, il s'occupe de l'enfant, il ne s'occupe pas de moi. C'est un petit peu inconscient, ce n'est pas forcément très conscient, mais il se dit, bon, voilà, il est sur l'enfant, il n'est pas sur moi, c'est pas moi qui va terroriser.
Voilà, un Ouais. petit peu ce genre de choses. Et l'enfant, en fait, pour se protéger de ça, parce qu'ils sentent très rapidement, les enfants ont une intuition très forte et ils sont très connectés, l'enfant va créer sa bulle, va créer son monde intérieur et surtout va chercher à trouver des stratégies pour ne pas déranger le parent. Donc, il ne va pas exprimer qui il est vraiment, il ne va pas se confier à son parent, il va être très secret. Ce sont souvent des enfants très sages. Ouais. Moi, C'est exactement ce que disait Lucille. Ben oui, Que c'était ça une m'étonne jeune fille pas. qui faisait pas de vagues. Pas de vagues, pas de bruit, Mm. inconnu, on est transparent, parce que plus on peut être transparent, silencieux et on ne me voit pas, plus je vais être tranquille et je vais pouvoir me protéger. Et le problème, c'est que du coup, on veut se protéger complètement des autres. Donc après, pour rentrer en relation avec les gens, c'est compliqué. Et en plus, on a créé en soi le fait de se méfier des autres, de ne pas avoir confiance en l'autre. Donc là aussi, c'est compliqué. Ouais. Après, quand on grandit, quoi. C'est toute une construction. Mm. Et quand l'enfant est en âge de se rendre compte un petit peu des comportements abusifs, j'ai envie de dire de façon consciente, même si donc de façon inconsciente, il y a déjà des stratégies qui sont mises en place, mais à l'adolescence ou quand voilà, l'enfant grandit, comment est-ce qu'il peut réagir, surtout se protéger? Est-ce que si on est témoin en tant qu'adulte, on a la possibilité de réagir? C'est très rare qu'on soit témoin. Ouais. C'est très rare. Le problème, c'est que ça se passe dans le foyer, à la maison, c'est caché. Et l'enfant, inconsciemment, un enfant protège toujours ses parents. Même Oui. les parents maltraitants, on le sait. Voilà, il faut vraiment que ça aille très très loin pour que l'enfant dénonce. Même si à l'heure actuelle, il y a quand même, avec les médias et tout ça, on commence à en parler de plus en plus, mais l'enfant protège. Donc c'est rare qu'on se rende compte qu'un enfant est maltraité psychologiquement. Il faut savoir que souvent un pervers narcissique, avec son enfant, va pas y avoir forcément de la maltraitance physique. Ouais. Ça peut, C'est surtout c'est surtout psychologique et c'est surtout dans la menace, dans la peur. Hein, on éduque l'enfant par la peur, on ne l'éduque pas par l'amour, c'est ce que je dis souvent. Et donc l'enfant est toujours comme ça, un peu sur le ses gardes. qui-vive, sur ses gardes, etc. Et à l'adolescence, il y a deux types de réactions chez les enfants. Soit l'enfant continue dans la soumission, hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, ça dépend des enfants, enfin vraiment, il y a tellement de cas de figure, mais voilà, il y a deux grands cas de figure. Soit il continue dans la soumission, et là, il attend, il ronge son frein, il se dit, bon, j'attends d'avoir 18 ans et tout, il élabore des stratégies, à 18-20 ans, comme par hasard, il va faire des études loin, très loin. Hein, s'il est à Paris, il va venir à Marseille. S'il est à Marseille, il va partir en Angleterre, aux États-Unis, le plus loin possible pour couper ce lien. Soit l'enfant à 14-15 ans va complètement péter un câble, va se rebeller. Là, ça peut être dangereux parce qu'il va affronter vraiment de façon frontale le pervers narcissique, lui reprocher énormément de choses. Et là, c'est un comportement qui peut aller dans l'alcool, dans la drogue, dans la délinquance, ça dans des choses favorise comme les ça. comportements à risque. Bah oui, oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a un profil particulier préféré par les pervers narcissiques au sens large, pas forcément dans le cadre familial, mais est-ce que vraiment on parle souvent de victimes, de proies, etc. Mais est-ce que tout le monde est exposé de la même façon? Oui et non. C'est-à-dire que la proie idéale du pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est à la base est quand même en manque de confiance en elle, d'accord? Qui a besoin d'être soutenu, d'être valorisé, qui a besoin qu'on lui dise, par exemple dans le cadre amoureux, c'est une fille qui va manquer un petit peu de confiance en elle, qui a peut-être elle-même, et c'est ça souvent qu'on retrouve, eu des parents un petit peu, entre guillemets, toxiques, ou qui ont eu des parents qui n'ont pas eu une éducation parfaite, dans le sens de vraiment lui dire, oui, t'es belle, t'es forte, tu vas y arriver, tu vois, donner vraiment l'assurance. Donc ce sont souvent des profils de personnes qui sont, oui, en dévalorisation un peu d'elles-mêmes, et qui peuvent aussi avoir ce qu'on appelle un peu le syndrome abandonnique, de se sentir un peu abandonnés, délaissés, qui ont peut-être eu des divorces, des choses comme ça, et qui ont souvent une tendance à être dans la dépendance affective. Ouais. Donc ça, quand le pervers narcissique, il repère ça, oui, voilà. il se jette dessus. Il se jette un petit peu dessus, oui. Et souvent, ce sont des personnes, j'ai remarqué, qui, avant de rencontrer le pervers narcissique, étaient des personnes quand même très joyeuses. Oui. Pleine de vie, pleine de... Ah, voilà, un peu naïve, un peu comme ça. Ouais. Moi, je compare souvent un pervers narcissique à un vampire, tu vois. Un vampire énergétique. Ouais. C'est-à-dire qu'il se nourrit, justement, c'est pour ça, il ne va pas prendre quelqu'un qui est en déprime, qui ne va pas bien, pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Il va prendre une personne qui est pleine de vie, pleine d'énergie, qui a des projets, voilà. Et là, lui, son travail de sape, au départ, il ne le sait peut-être même pas lui-même, mais il va se dire...
il va être attiré comme un papillon est attiré par la lumière, mais c'est un astre de nuit, donc il va absorber la lumière. Ouais. Et dans le cadre d'une relation avec un proche, comme c'est le cas pour Lucille, est-ce que c'est inévitable de devoir couper les ponts définitivement? Parce qu'on parle souvent de nos contacts. Mais là, dans le cadre d'un parent, est-ce que vraiment c'est inévitable ou est-ce qu'on peut faire avec autrement? Ça dépend. Ça dépend du degré de la perversion narcissique, parce qu'il y a plusieurs degrés, tu vois. C'est sur une échelle de 1 à 10, si c'est 2, 3, on peut arriver à le gérer. Si on est à 5, ça devient un peu plus compliqué. Si on est à 7, 8, 9, il faut couper les ponts. Donc, tout dépend du degré de perversion. Moi, j'ai des clients, des clientes qui ont des parents qui sont un peu pervers narcissiques. Mais elles me disent, voilà, j'ai pris l'habitude, maintenant je me formalise plus. Je vais arriver, ça va être des petites critiques, des pics, des choses. Et puis, en vieillissant, ils ont moins de poids, ils ont moins de force sur la personne, quoi, sur l'enfant. Donc, on peut arriver à gérer. Oui, faut le faire. Faut prendre beaucoup de recul, faut beaucoup de détachement. Faut plus être dans l'attente de la reconnaissance, parce qu'en tant qu'enfant, on a besoin de ça, du regard bienveillant, de reconnaissance de nos parents. Bah, là, il n'y aura pas, quoi. Faut savoir que vous n'aurez jamais ça. Voilà, faut faire le deuil du parent idéal qu'on aimerait avoir et se dire, bon, ben, ils sont malheureux finalement, ces gens-là. Voilà. Finalement, savoir si on est prêt ou pas à accepter la relation telle qu'elle est et à ne pas vouloir changer. Les moments où ils peuvent être bien, parce qu'ils sont pas non plus tout le temps monstrueux. Il faut aussi un peu enlever c'est ça. Le principe. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils vont être gentils, ils vont être sympas. Vous allez boire le thé, le café avec votre maman ou votre papa qui est un petit peu vieillissant. Ça va bien se passer pendant 20-30 minutes. Et puis d'un coup, hop, il va virer. Il y a une petite pointe, il y a un petit truc. Il faut savoir qu'il y aura toujours, moi j'appelle ça le poison émotionnel qui viendra. Mais on peut apprendre à s'immuniser, quoi. Oui, bien sûr, heureusement. Après, si vraiment on est avec un parent qui est complètement toxique, malveillant, insultant, méprisant, oui, là, il faut couper les ponts, évidemment. Ouais, donc voilà, tout dépend le degré, tout simplement. Est-ce que c'est possible que le pervers narcissique n'ait pas un comportement abusif avec tout le monde? Ça, on a dit oui, mais par exemple, si la fille d'un pervers narcissique a elle-même des enfants, est-ce qu'elle doit les protéger du grand-père, par exemple? Comment juger? Tout dépend, encore une fois, le degré de perversion de la personne. Moi, j'aurais tendance à dire, on évite de laisser les enfants trop longtemps avec une personne comme ça, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Donc, si vous le laissez 2-3 heures pour aller au cinéma, faire une balade, manger des crêpes, bon, voilà, c'est pas bien méchant. Par contre, ce qui est important après, c'est de faire un petit peu un débriefing avec les enfants et dire comment ça s'est passé avec papy, il a été gentil, ça s'est bien passé. Et vous voyez, voilà, il faut être vraiment dans le regard, parce que des fois les enfants n'osent pas dire c'est papy, voilà, je veux pas. Mais si vous voyez que l'enfant se contracte, faut regarder un petit peu le non-verbal. Là, il faut se dire, mais t'as dit des choses qui t'ont pas plu, il n'était pas gentil avec toi. Voilà, creuser un petit peu. Si vous voyez qu'effectivement, il ne peut pas s'empêcher d'être toxique avec vos enfants, protégez-les. Et si vous voulez quand même maintenir le lien, il ne faut pas laisser les enfants tout seuls. Présents. Voilà, il faut être là, il faut être présent, tout simplement. Et alors, vers quel professionnel les victimes peuvent-elles se tourner quand elles ont besoin d'un accompagnement Toutes sortes de professionnels qui peuvent leur convenir. Mais je pense que ce qu'ils ont besoin, c'est de verbaliser. D'accord, elles ont besoin de parler. Moi, souvent, j'ai des fois des séances entières, surtout les premières séances où je peux pas en placer une. Parce que la personne, elle parle, il faut que ça sorte. Donc, il faut la psychanalyse, moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, je pense que les thérapies comme PNL, comme analyse transactionnelle, après, on peut faire 2 choses en même temps. On peut, par exemple, faire sophrologie, méditation. Ça peut faire du bien pour calmer un petit peu au niveau des émotions dans le corps, mais je pense qu'il faut une thérapie où la personne va verbaliser, va pouvoir sortir ses émotions et s'exprimer. Ça, c'est très important. Dans le cadre d'une thérapie, quand une personne est prête à aller se faire aider et que, malgré la thérapie ou même pendant la thérapie, elle replonge, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Est-ce que c'est normal? Comment ça se passe? C'est très, très, très régulier. C'est très souvent que la personne va replonger 1 fois, 2 fois, peut-être même 3 fois. Moi, la dernière fois, j'ai eu une dame, ça faisait 4 fois qu'elle était retournée avec son ex, voilà, parce qu'à chaque fois, il lui faisait des promesses, parce qu'à chaque fois, il arrivait un petit peu à l'embobiner, on va dire, et qu'elle était encore dans des sentiments amoureux, même si elle était dans des prises de conscience de plus en plus importantes de ce qu'elle vivait, de ce qui se passait, etc. Mais parfois, les personnes vous disent,
je sais qui il est, mais j'ai besoin encore d'y retourner. C'est presque comme s'il faut encore se rebrûler Ouais. Je veux pour comprendre, voilà, pour aller au fond de l'histoire. Donc c'est assez normal que la personne revienne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, en général, c'est 2-3 fois. Très, très Ouais. souvent, c'est régulier. Mais ce qui est bien pour elle, si elle peut, c'est de continuer l'accompagnement. Et de toute façon, il faut savoir une chose, c'est qu'un thérapeute, un coach, un psychothérapeute, un psychanalyste, un psychiatre n'a pas à juger la personne. On n'est pas là pour juger, on est là pour accompagner, pour aider, pour soutenir. C'est ça qui est très important. Mm. À partir de ce moment-là, si elle dit voilà, parce qu'il y en a qui n'osent pas dire à leur thérapeute, j'ai repris avec mon ex, je suis désolée, ça veut dire que ça marche pas. Non, non, ça veut dire que vous avez besoin encore d'expérimenter, de comprendre, d'intégrer, et après vous allez y arriver, voilà. Donc Ouais. c'est assez fréquent, parce qu'il y a de l'amour quand même là-dedans. Ah oui, bien sûr. Donc c'est difficile. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas surtout à nous noter et à nous faire tous vos retours. On a hâte de lire vos commentaires et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode.